Bonsoir. Vous allez bien? Moi, pas trop. Non, bah, l'an dernier, avec ma femme, on a eu une année difficile en fait. On a perdu 5 personnes à qui on tenait beaucoup. 3 au mois de mars, 2 suicides. Bah, forcément, comme on est au mois de mars, ça remonte un peu. On m'avait dit en fait de commencer sur une histoire pour vous accrocher, mais je pense que c'était peut-être pas la bonne. Euh, D'ailleurs, je me suis même pas présenté en fait. Je m'appelle Grégory, je suis directeur technique et formateur chez les Tilleuls. Et vaut mieux éviter de me croiser au mois de mars. Tant pis pour vous. Donc une histoire. Bah, on va rester sur le mois de mars. Mars 2019, au crématorium de Vendin-le-Vieil. On était en pleine cérémonie en fait. Et bon, je commence un petit peu à connaître le truc parce que j'y avais été souvent. Et donc j'ai pris un peu de recul sur ce qui se passait là. J'ai commencé à regarder le personnel du crématorium, à voir comment ils se comportaient, à écouter leurs discours. Et franchement, ça m'a retourné en fait. Parce que j'y ai été plein de fois. À chaque fois, c'est un discours différent. À chaque fois, c'est une compassion qui est différente, qui est adaptée à la famille. Et c'est ouf en fait ce qui se passe là-bas. Et c'est à tel point que je me suis dit, ma femme n'était pas là, mais quand je rentre, faut que je lui en parle. Faut que je lui dise, écoute, le jour où je passerai l'arme à gauche, tu m'envoies à Vendin parce qu'il s'occupe bien des gens. Je suis sorti de là 5 minutes après. Et là, j'ai vu un membre du personnel du crématorium avec une clope à la bouche, en train de taxer du feu à la famille d'après. Et ça m'a foutu les boules. Enfin, je sais pas si vous, ça vous bouge, mais moi j'ai trouvé ça dégueulasse en fait. Je me suis dit, putain, mais il y a 2 secondes, j'étais prêt à leur donner mon corps. J'étais prêt à le dire à ma femme. Et puis voilà. Là, il se passe juste. C'est dégueulasse pour eux, c'est juste l'usine en fait. Donc je me suis dit, Greg, il faut que tu fasses un truc. T'as des petits moyens, t'es un dev JS. Retourner l'industrie de la mort, c'est pas à ta portée. Mais t'es dev JS en fait. Et on est dans une startup nation. Alors il faut changer les choses. Bah oui. Il faut disrupter la mort. Il faut uberiser le commerce de la mort. Alors j'ai créé ma startup. Et je l'ai appelée RipAdvisor. Avec RipAdvisor, vous pouvez noter les crématoriums, les funérariums. Vous pouvez noter les gens qui s'occupent de vous. Vous pouvez noter si un cimetière est propre ou s'il n'est pas propre. Vous pouvez aider vos proches à savoir où vous voudrez être envoyé, qui s'occupera de vous. Alors j'espère que ça choque pas grand monde, mais je pense que c'est possible. Et en tout cas, il y avait la place. Alors je l'ai fait. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, Greg, tu vas faire une POC. Parce que tu es DFJS, alors tu fais des POC. Donc je me suis dit, la POC, tu vas la faire en quoi? En React, tu connais déjà. Angular, Vue, tu connais. Je suis DevJS, moi, il me faut un nouveau framework. Et puis là, j'ai vu une pub comme j'aime à la télé. C'était génial ce qu'ils proposaient. Avec comme j'aime, vous perdrez du poids. On est tellement sûr de nous que la première semaine est gratuite. Et en même temps, j'étais sur la doc d'un framework qui s'appelait Svelte. Alors vous trouverez peut-être ça con, hein. Peut-être que vous y verrez un signe de Dieu ou pas. Moi, je suis athée, mais moi, j'y ai vu un signe quand même. Je me suis dit, putain, mais c'est ça qu'il te faut. Svelte, comme j'aime. C'est exactement ce qu'il te faut. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'ai déjà avancé dans mon POC et qu'on le code ensemble. Live coding. Alors, à quoi ça va ressembler? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du React ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du Vue ici? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont fait du Svelte ici? Ça tombe bien, j'aurai plein de questions à la fin. Il y a une séquence questions. Je demande pas pour Angular, je sais que je suis tout seul. On est deux. Ok, alors Svelte en fait, c'est pas tout à fait un framework comme les autres. Svelte, c'est plutôt un compilateur. Donc bien évidemment, en fait, vous avez accès à une partie framework qui va vous permettre d'avoir des states d'application, etc. Mais l'idée, ça va être plutôt que lui va compiler tout ça et plutôt qu'envoyer le framework côté client, puis votre code à vous, bah lui, il va faire
Un code ultra optimisé en fait, où il y aura juste ce que vous avez utilisé du framework, plus votre code à vous. Donc j'ai commencé mon application et j'ai fait quelques pages en fait. Une page d'index, une page à propos. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la page des lieux. Oui, parce que j'aimerais bien en fait qu'on puisse noter ces fameux lieux dont je vous parlais. Alors j'ai simplifié un petit peu le travail, j'ai déjà fait un gros JSON avec une liste de lieux à l'intérieur et je l'ai passé à un composant liste. On verra après comment ça se passe, mais j'aimerais d'abord vous parler de à quoi ressemble un composant Svelte. Un composant Svelte, c'est juste un fichier qui a une extension Svelte, je ne sais pas si vous voyez correctement. Il peut contenir trois choses. Une balise script, une balise style, et tout le reste, c'est votre template HTML. Alors ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver en Vue, pour ceux qui ont déjà fait du Vue par exemple, un peu moins à ce qu'on a en React, mais au final dans les autres frameworks ils se sont mis à peu près d'accord, il n'y a que React qui a fait un peu à part. La template, ce ne sera pas du JSX. Je suis désolé pour ceux qui adorent mettre du HTML en plein milieu de leur JS. Ils sont partis sur un moteur de template comme les autres. On peut regretter un petit peu qu'ils ne soient pas partis sur un moteur de template existant. Ils ont un peu leur sauce à eux. Mais la vérité, c'est que dans un moteur de template, si vous en utilisez, vous utilisez la boucle for, vous utilisez une condition if, et c'est à peu près tout. Donc bon, je pense que vous ne serez pas trop perdu. Si ça vous embête pas, on va pas parler de style. Personnellement, j'aime bien ça. J'ai pas trop envie que les gens me jettent des cailloux. Et donc, on va parler de script et de HTML. En Svelte, vous écrivez du Vanilla JS. Vous écrivez pas un truc bizarre comme le JSX. Vous n'écrivez pas des notions compliquées, vous écrivez juste le JavaScript dont vous avez l'habitude tous les jours. Quand vous faites un composant React et que vous voulez déclarer en fait des variables qui sont disponibles à l'extérieur, si c'est un functional component, vous allez passer en fait des paramètres, des props à votre fonction. En Svelte, c'est un peu différent puisque vous allez simplement déclarer une variable. Ici, on va l'appeler places. Et si elle doit être disponible à l'extérieur, tout ce que vous avez à faire, c'est l'exporter. À partir de là, comme tout ce que vous voyez ici, en fait, c'est un composant, lui, il sait que tout ce qui est exporté, toutes les variables qui sont exportées, sont des props qui seront disponibles. On peut regarder un petit peu ce que ça donne dans ma template. On pourrait par exemple afficher la liste, la taille des lieux que je reçois. J'en ai 4. Ça marche. Jusque là, live coding, il n'y a pas d'erreur. Donc on a accès à une boucle for qui s'appelle each. Faut pas me demander pourquoi. Et en fait, elle fait l'équivalent de ce que vous pouvez voir dans un for each classique. Donc vous passez votre tableau, le mot-clé as, vous placez la variable en fait qui va servir à chaque itération. Vous avez accès à un index, comme à peu près partout. Et comme les clés dans React, vous pouvez même définir entre parenthèses en fait ce qui va servir d'identifiant unique à votre nœud. Et automatiquement, en fait, lui, il s'occupera de faire les changements en fonction de ça. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ici, comme j'ai un moteur de template, je pense que vous verrez vite à peu près ce que j'ai choisi comme camp. J'ai le droit de renvoyer plusieurs nœuds. Je ne suis pas obligé d'inventer un truc qui s'appelle les fragments ou ce genre de choses en fait. Et en l'occurrence, je pourrais écrire mon composant directement ici, mais ça ne serait pas vous montrer une bonne pratique, donc je vais plutôt créer un autre composant. Parce que ça va vite, on va l'appeler list item et on va se dépêcher. List item, donc comme on l'a vu juste avant, recevra en fait une props. On va appeler place. Et je vous épargne un petit peu d'intégration, j'ai déjà créé en fait un composant card qui fait à peu près tout ce que je veux. On va voir exactement ce qu'il fait après. Mais tout ce qu'on a à faire dans notre boucle, c'est utiliser notre list item, lui passer le lieu en cours. Et petite subtilité dans Svelte, si le nom de la props a le même nom que la variable qui est utilisée pour la remplir, vous pouvez vous passer du nom de la props. C'est l'avantage d'un compilateur en fait. Il recompose automatiquement. Alors on va importer ma card. Et la card ici, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle a des props pour média, title, subtitle. On peut lui passer un booléen pour lui dire d'enlever les paddings. Donc comme vous pouvez le voir dans les autres frameworks, en fait, quand c'est un booléen, vous n'êtes pas obligé de passer true ou false. Si la props est présente, c'est true. Si elle est undefined, c'est false. Et on peut regarder un peu ce que ça donne. Et c'est magique.
Ça marche? Alors ça marche. Faire ça proprement. Ça marche, mais clairement la flèche est pas du tout où je le souhaiterais. Elle est en bas. Bah, évidemment parce que ici en fait j'ai mis une icône en tant qu'enfant de ma carte. Donc bah lui il la met là où moi je l'avais prévu. Pour ça on va regarder exactement ce qui se passe dans Card. Et dans Card, ce qui va vous intéresser, c'est les deux lignes pour lesquelles PHP Storm m'indique qu'il y a une erreur, qui n'en est pas une. C'est les deux lignes slot. Et slot, c'est quelque chose qu'on voit assez peu, en fait, qu'on voit même pas trop en React, mais plus dans des frameworks comme Vue. En fait, un slot, c'est un emplacement que vous réservez pour qu'on puisse mettre ce qu'on veut dedans. Donc ici, j'ai un slot qui est nommé, qui s'appelle title end, qui vient juste après en fait mon titre et mon sous-titre. Et j'en ai un autre qui n'a pas de nom. Et quand un slot n'a pas de nom, bah en fait, tout ce que vous mettrez comme enfant du composant, tout ce que vous mettrez entre la balise d'ouverture et la balise de fermeture, atterrira dans ce slot-là. Voilà pourquoi ma flèche atterrit ici, dans Content. Mais vu que j'ai un espace réservé qui s'appelle title end, bah je peux tout à fait déplacer mon bouton pour dire d'aller dans le slot title end. Et ça a quand même un peu plus de gueule. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que quand on clique, on parte sur une route. Ça me paraîtrait assez logique. Donc on va faire une fonction. Je suis dyslexique des doigts. Qu'on va appeler goToSingle. Et la fonction goToSingle, en fait, elle va nous permettre d'aller sur une nouvelle route. Alors je vous explique tout de suite après ce que c'est, mais en gros, j'ai à ma disposition une fonction qui s'appelle goTo. Et il y a juste à lui passer en fait une chaîne de caractères. Donc en l'occurrence, pour moi, ça sera places. Et dans mes places, j'ai accès à un slug. Et je n'ai plus qu'à dire que quand on clique sur cette carte, en fait, on va appeler cette fonction. Alors les événements, en Svelte, c'est assez simple. C'est une directive on. Vous mettez deux points après. Et à partir de là, ça bind n'importe quel élément du DOM. Des clics, des mouse over, des mouse enter, des key press. Vous avez aussi accès à des filters, en fait, comme dans Vue, par exemple, pour dire bah, tu fais automatiquement le prevent default, le stop propagation, etc. Et tout ce que vous avez à faire, c'est dire bah voilà, sur l'événement clic. Alors là, j'ai choisi l'événement clic, parce que ça correspond pas trop mal à ce que j'ai, c'est tant bien que ça existe. Mais ça pourrait être un événement que vous avez créé. Encore une fois, on est dans du Vanilla JS. Donc si vous créez un événement et que vous dites à Svelte que cet événement-là il est disponible, que c'est un vrai événement pour votre composant, bah, vous pourrez l'utiliser. Et donc là, tout ce que j'ai à lui dire, c'est de pointer vers ma fonction. Et si je clique dessus, j'ai une belle 404. Et c'était voulu. Bah oui, parce que j'ai pas créé, si j'ai pas fait la liste, vous pensez bien que j'ai pas fait la vue single non plus. On va d'abord s'intéresser en fait au fait que bah, je vous ai dit que là, moi, je transmets un tableau qui est un JSON. Alors c'est super, mais mon application, si elle marche avec 4 lieux, je doute qu'elle fonctionne vraiment. Donc on va regarder un peu ce qui se passe du côté des routes, et on va aller voir la route Places. Avant ça, j'ai une petite précision à faire. Vous avez vu que quand j'ai fait le goto, il m'a importé une librairie qui vient de Sapper. Pourtant, je vous parlais de Svelte. Sapper, c'est peut-être un petit peu étranger pour vous. Svelte, c'est fait pour faire des SPA, rien d'autre. Donc il n'y a pas de routeur. La vérité, c'est que comme c'est du JS, je m'étais promis de ne pas le dire, mais quelque part, vous pourriez mettre du jQuery dedans, ça continuera à marcher. Si vous êtes du côté sombre de la force, restez-y. Mais donc, vous pouvez utiliser n'importe quel routeur JS qui existe. C'est pas un souci en soi. Vous pouvez le rendre compatible avec Svelte très facilement. Tout ça, encore une fois, c'est du JS et c'est recompilé dans du JS plus optimisé encore. Mais ils sont pas bêtes. Ils se sont dit, bah, c'est bien gentil en fait de leur demander d'importer un serveur, un routeur, mais on pourrait les aider. En React, ils ont fait un truc vraiment top qui s'appelle Next. Ça rend le routeur beaucoup plus facile que les 15 versions du routeur React. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ça compatible avec Svelte en fait. Donc ils ont refait Next compatible avec Svelte et en améliorant les choses. Et ils l'ont appelé Sapper. Sapper, comme Next, c'est tout bête. Vous avez un dossier route, tous les fichiers avec une extension .svelte qui trouve dedans, je peux peut-être monter un peu,
avec une extension .svel qui trouve dedans, bah pour lui c'est une route. Donc ici j'ai une route about, j'ai une route index, donc forcément slash, et ça marche en fait avec les routes imbriquées. Donc j'ai une route place, puisque j'ai un dossier place index. Évidemment, si j'avais eu un place.svelte, ça aurait été la même route. Mais comme je sais déjà que je vais avoir une vue single, bah autant faire un dossier en fait. On verra après comment on crée ça. Donc là c'est bien, parce que je vous ai montré le routeur, mais je vous ai montré une fonctionnalité qui était sympa, qui était de dire, bah voilà, cette route-là, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais elle est disponible côté client, mais elle est aussi disponible côté serveur, parce que Sapper comme Next, c'est entre autres fait pour faire du SSR, ou du rendu de site statique. Mais ils ne se sont pas arrêtés au fait de faire des routes clients, et on peut créer une API avec Sapper. Alors bien évidemment, je suis des tilleuls, donc si j'avais eu 5 minutes, je l'aurais fait en API plateforme. Mais comme j'avais qu'une minute, je l'ai fait en JS. On va voir à quoi ça ressemble. L'idée c'est de créer une route en fait qui est disponible que côté serveur, et pour ça il suffit simplement de faire un fichier qui se termine en .json.js, et vous pouvez déclarer dedans en fait et exposer toute une série de fonctions dont le nom correspondra à la méthode que vous voulez utiliser. Moi j'aimerais qu'on puisse appeler getPlaces.json, mais si vous voulez faire un put, un patch, un delete, vous avez juste à créer une fonction qui s'appelle comme ça, et ça va fonctionner. J'expose donc une fonction get. Alors comme je m'ennuyais un petit peu pendant la pause, en fait j'ai fait une base de données qui est très sommaire, puisqu'elle va juste taper dans le même JSON que tout à l'heure, mais elle le fait en asynchrone. Et vous voyez qu'en fait, je vais chercher dans le dossier route, mais cette fois, il y a un underscore devant mon fichier, et que lui, il ne va pas créer une route database. Le fait qu'il y ait un underscore, Sapper sait qu'il doit ignorer ce fichier, parce que c'est un helper, en fait, pour toutes vos routes. Donc on va utiliser notre database, on va récupérer nos lieux. Donc c'est db.places. On a find all. Alors là, s'il y a des développeurs Symfony dans la salle, ils sont contents parce que j'utilise la même syntaxe qu'eux. Alors faut pas oublier que ma base de données elle est asynchrone, hein. Donc je vois qu'il y en a qui attendaient que je me plante en live coding avec le wait. On récupère les places, et à partir de là, c'est comme un serveur express en fait. Vous devez renvoyer quelque chose. Vous êtes en train d'écrire une route côté serveur. Donc vous devez réécrire le header et ensuite vous devez écrire le contenu. Donc le header, nous ce sera un header JSON, et le contenu, ce sera juste mon tableau de lieu qui sera stringifié. Et voilà, j'ai refait API Platform. Kevin n'est pas là, c'est dommage. Donc voilà. Donc si je retourne en fait ici dans mon fichier, on voit que actuellement j'allais chercher effectivement mon JSON ici. Et je ne vais plus le faire. Je vais plutôt aller chercher directement mon appel à mon API. Alors je pourrais le faire ici dans ma balise script. Le problème c'est qu'à chaque rendu de mon composant, il referait le fetch. Ce qui n'est pas trop user-friendly. Donc l'idée ça va être plutôt d'exécuter ça une seule fois. Et avec Sapper, ils ont fourni une fonction qui s'appelle preload, qui sera exécutée une seule fois côté serveur et qui enverra les données au client, avant que tout soit rendu bien sûr, ce qui est plutôt pas mal pour le SEO. Et côté client, elle sera exécutée à chaque fois que votre composant sera monté. Si votre composant est monté, qui fait plusieurs rendus, ce sera exécuté qu'une fois. S'il est démonté, qu'il est monté à nouveau, ce sera exécuté à nouveau. Donc pour ça, on va ouvrir une autre balise de script. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. L'avantage, c'est que celle-là, on va utiliser un principe de Svelte, en fait, qui est le contexte module, qui est simplement de dire que ce bout de script qui est ici, à la compilation finale, il ne sera écrit qu'une seule fois, en fait. Donc votre fonction ne sera déclarée qu'une fois. Alors que ces fonctions-là seront déclarées au fur et à mesure, à chaque fois. Et c'est surtout, nous, ce qui nous intéresse, le fait que là-dedans, on a une fonction qui est disponible, qui s'appelle preload. Qui s'appelle preload et qui va faire un appel à notre API. Donc nous, l'idée, c'est qu'on aille récupérer une réponse. Donc là, vous agissez comme si c'était une API classique, hein. Donc vous faites un fetch. Donc la route de tout à l'heure, hein, places.json. Là, c'est un... J'ai encore oublié un wait.
Là, c'est un fetch classique, donc vous pouvez récupérer en fait votre tableau. Vous savez que c'est du JSON, donc il suffit de convertir votre response. Et après, vous retournez un objet avec tout ce que vous avez préloadé. Et cet objet, en fait, sera renvoyé en tant que props à votre composant en dessous. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de renvoyer places. Ici, comme tout à l'heure, en fait, comme si ça venait d'un composant externe, j'expose juste une variable places. Alors là, on va pas forcément le voir. Bah voilà, c'est très bien ça. Puis ça va être pratique à débugger. Alors juste avant de régler ce problème, peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué en fait, mais j'ai pas appelé fetch directement. J'ai appelé this.fetch. C'est tout simplement que cette partie-là du code va être appelée côté serveur et côté client. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, fetch n'est disponible que côté client. Alors on a un équivalent pour l'utiliser en Node qui s'appelle isomorphic unfetch, je crois un truc comme ça. Et ils se sont dit au moment de faire sa peur, on va simplifier la vie aux gens. Quand ils voudront faire un fetch, ils vont juste faire appel à this fetch. Et nous, on se débrouillera en fait pour appeler ce qu'il faut côté serveur ou pas. Alors déjà, on va aller voir si ma route avait été bien créée. Si je vais sur places.json, rest is not defined, bien évidemment. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai fait appel à ma fonction get. J'ai utilisé ici les res. En fait, ma fonction get peut recevoir en paramètre la requête en cours. Et bien évidemment, il lui faut un objet réponse à remplir. Ce qui devrait mieux se passer. Et oui, les conférenciers sont faillibles. Ok, donc là, vous ne le voyez pas forcément, mais en fait, maintenant, tout se passe en asynchrone et tout appelle mon API. Mais mon clic me renvoie toujours une 404. Donc l'idée va être de faire une autre route. Alors on va y aller à grands coups de copier-coller, hein, parce que on va pas rigoler. Donc de souvenirs, on va faire une autre route d'API. Mais cette fois, on va la rendre dynamique, puisque si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, en fait, je souhaitais que ma route s'appelle places slash et le nom d'un slug, donc un paramètre dynamique. Et pour faire ça, en Next, vous le faites avec des accolades, en Svelte, parce qu'il faut bien se différencier un petit peu, on va le faire avec des crochets. Et à partir de là, il va créer une variable plug, en fait, qui sera disponible dans les paramètres de la requête. Ça tombe bien, parce que l'idée, ça va être de faire un find by slug. Et quand vous avez accès à votre requête, il est assez facile d'aller chercher les paramètres pour récupérer le slug. Et maintenant, en fait, derrière places slash une chaîne de caractères, je peux aller chercher en fait un élément qui correspond. Alors bien évidemment, là, je vous fais pas la gestion d'erreur si jamais le slug n'existe pas, etc. Mais c'est à faire. Et maintenant, en fait, on va créer la route qui correspond en Svelte. Exactement de la même façon. Ils ont été assez malins, en fait. On a exactement les mêmes API côté client et côté serveur. Et donc, cette fois, on va appeler... Donc, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais dans la fonction preload, on a également accès à la requête. Ce qui est plutôt pratique pour aller chercher les paramètres. Et en l'occurrence, aller chercher le slug. Cette fois, on va récupérer un place. Et au lieu de faire une liste, n'ayez plus honte de faire des copier-coller, hein, même les gens qui vous font des confs, ils en font. Surtout. Et cette fois, en fait, on va afficher bêtement notre card. Alors c'est pareil, je vous épargne l'intégration. Mais une carte qui fait un petit peu plus de choses, puisqu'elle elle utilise les mêmes props que tout à l'heure. Elle utilise un petit peu plus de style pour enlever les paddings et pour se mettre en plein écran. C'est absolument pas mon genre d'appeler des choses plug, mais merci Vincent. Vincent, c'est le petit débugger des tilleuls, hein, pour ceux qui se demandaient. Il a un petit surnom un peu plus sympa, on l'appelle le nazi du code, mais c'est particulier. Ah, c'est pas donné à tout le public non plus. Vincent, autre chose? Pourquoi ça marche pas? Alors voyons. Hop.
Parce que vous faites autrement, vous peut-être. Vous allez me dire que vous utilisez le vrai debugger. Bon, ok, vous avez le droit. Alors, ça n'existe pas. Bah, très bien. Alors, voyons. Slug.json.js. Est-ce que moi j'ai rafraîchi? Alors, je fais un appel get, place, find by slug, je récupère mon slug, je l'envoie. Surtout si vous avez la réponse, vous levez la main, hein. Vous aurez le droit à un pin API plateforme. Bon, vous aurez le droit à une bière en plus, ça va. Bah c'est bien, c'est le moment que redoutent un petit peu tous les gens qui font du live coding, je crois, et qui font qu'après ils n'en font plus jamais. Euh, Bah, il me trouve plus rien. Classe. J'avais dit qu'il fallait l'enregistrer cette démo. Alors, on a nos lieux. On fait un appel à Places Crematorium. Oui. JSON.js. C'est un appel get. Les copier-coller foireux, c'est pas une bonne idée, hein. Hop. Si là vous l'avez pas, c'est pas la bonne nouvelle. Euh, Quelqu'un a une blague? Moi non, je suis concentré là. Alors, on a un appel à là-dessus. DB Places. On va juste s'assurer qu'on a bien ce qu'il faut dans le slug. Vous me croyez, hein, si je vous dis que c'est censé marcher, que ça marchait cet après-midi encore. Euh, alors, je fais des missions de Code.js, si ça vous intéresse. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi, hein, chez ETL, je vous rassure. On les enverra eux. Hop. Il y a quoi dans le JSON? Bah, en fait, c'est le bête item qu'il y avait avant dans le tableau. C'est juste qu'on va le chercher directement. Le find by slug, il renvoie l'objet directement. En fait, je sais ce qui va pas. Mais j'aimerais que vous le sachiez. Je suis un peu déçu. Non, mais alors, sans rigoler, ce serait bien de trouver. On va se concentrer un petit peu. Export async. Preload. On va chercher le slug. On a bien vérifié que le slug était bon. Antoine, si t'es encore là, c'est le moment. Donc on appelle bien ça this fetch places. J'ai tout bien nommé. Places. Bah elle est pas mal celle-là. Non, c'est undefined. Comment je l'ai noté? Est-ce que c'est parce que je l'avais nommé plug? Tu pouvais pas le dire avant, Michael. Merci. Une bière pour le monsieur qui ne boit pas. Si tu veux envoyer un CV, c'est le moment. Ok, donc regardons un peu ce qui se passe ici. Donc j'ai à peu près le même composant que tout à l'heure, card en fait. J'aimerais juste que mon rating soit sur le côté. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser des slots pour ça. Malheureusement, si j'utilise le slot sur mon composant, c'est pas prévu pour en fait. C'est prévu pour être sur des éléments du DOM qui existent et pas sur vos composants. Alors je crois qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose qui permet de le faire sur vos composants, mais en attendant, après tout, on l'a fait longtemps en React, mettre des divs qui servent à rien. Donc on va pas se priver en Svelte.
si ça lui permet d'avoir le même succès que React. On va pas se gêner. Et à partir de là, ça sera beaucoup mieux. Alors cette application commence à être pas mal, mais comme vous voyez, en fait, j'ai un titre en haut qui n'évolue pas. Et là, je peux même pas revenir en arrière à ma liste, ce qui est pas top. Et il est temps de parler des stores, parce que vous avez des stores en Svelte. Alors il y en a qui ont peut-être l'habitude de Redux. Asseyez-vous. Un store en Svelte, moi en l'occurrence ici, je vais en avoir besoin de deux. J'en ai un qui gère mon hamburger menu en fait, et qui me permet de faire un fichier qui passe à la page précédente. Et j'en ai un qui me permet de gérer le titre de mon application. Donc je vais importer mes stores. Donc, maintenant à chaque lettre que je tape, je sais que ça plante. Donc c'est dramatique. Hop, j'ai un dossier store qui est dans header.js. Et donc j'ai deux stores, backlink et title. Et attention, je vais décider de changer le titre pour utiliser place.name. Et je vais décider de lui dire de remplacer le burger menu par un lien vers la page places. Et c'est tout. C'est tout si ça rafraîchit, bien sûr. Je ne suis plus sûr de rien. Ah, je l'avais oublié. Merci, Mickaël. Quand tu veux. Ok, j'ai bien mon titre qui se met à jour. Mais j'ai créé une régression. Puisque si je vais sur la page de liste, j'ai bien mon titre qui se met à jour, mais j'ai plus mon burger menu. Pourquoi? Bah oui, dans ma page dédiée à mon lieu, en fait, j'ai bien mis à jour mon burger menu, mais dans mes autres pages, vous pensez bien que j'ai pas été dans chaque page pour dire ah bah tu te remets à nul s'il te plaît. On pourrait le faire, ça serait pas très efficace. L'idée, vu que c'est la page lieu, la vue single en fait, qui crée ce comportement, bah, ce serait bien que ce soit en se quittant en fait cette vue single qui change ce comportement. Et comme dans tous les autres frameworks, bah, en fait, vous avez accès au cycle de vie des composants. Et en l'occurrence, vous avez accès aux fonctions onMount, onDestroy, onUpdate, etc. Vous avez simplement besoin d'importer de Svelte. Et vous appelez votre fonction. Elle prend en paramètre une callback qui dit simplement, bah voilà, quand mon composant sera détruit, voilà ce qui va se passer. En l'occurrence, backlink, je vais le remettre à nul. Et cette fois, si je reviens en arrière, ça marche. Ok, alors on pourrait presque s'arrêter là. Mais là, je vous ai dit que les stores, c'était facile et je vous ai absolument rien montré. Alors j'ai peut-être pu vous faire croire que c'était plus simple que Redux. Mais on va voir exactement comment ça marche puisqu'on va en créer un. Je vous rappelle que le but de mon application, en fait, c'était de dire à mes proches, j'aimerais aller à tel endroit ou j'aimerais pas. Donc ça serait pas mal de faire une wishlist. Un peu mortuaire, quoi. Mais bon, on se refait pas. Ça me rassure que vous preniez le sujet bien quand même, hein. Non, parce que ça nous concerne tous un peu, donc ça va arriver, hein. Puis ouais, c'est d'actualité, quoi. Donc là. Et puis je vous rappelle qu'on est au mois de mars. Et que je suis dans la pièce. Donc on va faire un fichier qu'on va appeler user, parce qu'aujourd'hui c'est pour ma wishlist, mais potentiellement en fait je pourrais avoir d'autres choses, euh, d'autres stores à gérer ici. Alors les stores en fait dans Svelte, on a accès à plusieurs types de stores, donc ils sont cachés dans Svelte Store. On a accès à trois types de stores. Les stores en lecture seule, readable, les stores en écriture seule, pas en écriture seule, on est en lecture-écriture, writable, et les derivate stores qui permettent de faire de la composition entre plusieurs stores. Alors, si je prends un store qui est en écriture, en l'occurrence mon tableau d'identifiants qui seront tous les lieux de mort que j'aime bien, on va appeler ça comme ça, hein. Je vais créer un store que je vais appeler wishlist. Et je lui dis que c'est un store qui est writable, qui a une valeur par défaut, qui est un tableau vide. Et j'ai fini.
Alors là, tous les gens qui font du Redux sont en train de se liquéfier. La moquette est neuve, alors si vous pouviez éviter. C'est fini en fait, puisque là dans votre wishlist, vous ne le voyez pas, mais vous avez des propriétés qui vous sont renvoyées, qui sont subscribe, qui permet de souscrire à tous les événements, enfin tous les changements de store. Set, qui vous permettent de remplacer tout le store par une nouvelle valeur. Et update, à qui vous passez une callback, qui va mettre à jour le store, qui vous fournit en fait la version actuelle du store et qui vous permet de la mettre à jour comme vous le feriez dans un réduceur en fait. Donc quelque part ça pourrait être tout, je pourrais utiliser ma wishlist comme ça, et dans chaque composant avoir un bouton qui dit bah tiens, est-ce que c'est dans la wishlist? Oui, j'ajoute, non, j'enlève. Mais ce qu'il y a, c'est que si j'ai plusieurs boutons dans mon application qui font ça, je vais me mettre à dupliquer cette logique-là un peu partout, alors que c'est une logique de store. Je trouve que ça n'a pas grand-chose à faire dans mes composants. Donc je vais plutôt créer un store custom en fait, plutôt que juste utiliser celui que me fournit Svelte. Un store custom, c'est un petit peu plus compliqué, puisque l'idée en fait, ça va être de créer une fonction. Alors là, je crée une fonction, mais vous pourriez le faire directement. On va l'appeler create wishlist store. Et cette fonction va simplement nous renvoyer un objet qui contient notre store. Un store, au minimum, c'est une fonction subscribe. C'est tout. Magnifique accent anglais. On va créer notre store, comme on le faisait tout à l'heure, avec une valeur par défaut à tableau vide. Là, si vous voulez gérer ça dans la local storage, etc., bah, c'est du JS, hein, vous avez le droit. L'ingé son est en train de mourir, si vous pouviez... Si tu pouvais tousser par là, par contre. Le coronavirus, tous là-bas. Donc ici, vous avez accès à des fonctions subscribe pour ce store-là. La fonction set ne va pas nous intéresser, on va plus être intéressé, nous, par la fonction update. Et ce qui va m'intéresser, moi, ça va être de dire que, bah, effectivement, on peut souscrire à mon store. Et j'aimerais faire une fonction custom qui est toggle. J'avais prévenu la dyslexie. Ma fonction toggle va prendre un identifiant en paramètre, l'identifiant d'un lieu, et elle va appeler la fonction update de store. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la fonction update de store, c'est une callback qui reçoit en paramètre la valeur courante. Et ce sera à vous de renvoyer quelque chose. Donc là, ici, je reçois un tableau. Mon store, c'est un tableau, ce serait bien de renvoyer un tableau. Donc je vais simplement regarder, en fait, si dans mon tableau en cours, bah, j'ai tout simplement mon item. Et si c'est le cas, le but, ça va être de l'enlever, forcément. Donc je vais envoyer une version filtrée de mon tableau, sans mon item. Oh, j'ai fait n'importe quoi au-dessus. Et vous le dites pas. Mon débugger a quitté la salle, c'est vrai en plus. Hop. Donc si on n'est pas si on est dans le tableau actuellement, on l'enlève. Et par contre, si c'est pas dans le tableau, bah, je crée un nouveau tableau. Ça, vous avez l'habitude avec les réduceurs, avec la version courante, plus mon identifiant. Si vous avez vu des erreurs, c'est le moment de le dire. Sinon, je me tape la honte tout seul. C'est pas sympa les rires que j'entends. Donc j'ai fait mon store. Je vous l'avais dit, hein, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai pas eu d'action à créer, j'ai pas eu d'action creator, j'ai pas eu Redux, en gros. J'ai juste fait mon store. Si on retourne dans mon composant, on va utiliser notre store en fait. Hop. Et pour l'utiliser, bah déjà en fait, je vais vous montrer une fonctionnalité qu'on n'avait pas vue tout à l'heure. Dans chaque card, vous n'utiliserez jamais ma librairie graphique, donc vous en foutez complètement. Mais vous avez la possibilité d'envoyer un tableau d'actions. Et ces actions, c'est un bête objet avec un label ajouté aux favoris. J'espère qu'il n'y a pas de phobique de la mort parce que là il doit être en PLS. Une icône, favorite, border, et une action on-click. Et on-click, bah, tout ce qui va se passer, c'est que je vais appeler mon wishlist. Vous vous souvenez, j'ai créé une fonction qui s'appelle toggle. Bah, on peut l'appeler. Oui, bien sûr. Hop.
Donc un label, une icône et une fonction onClick qui appelle la fonction toggle de mon store. Alors normalement en fait vous devriez voir un petit bouton apparaître. Normalement. J'ai pas importé le bon store, je l'ai appelé wishlist. Bah viens le taper, hein. Écoute. Non, non, c'était user. Mon debugger bug. Ah, vous pourriez me le dire que j'ai pas exporté le store en fait. Parce que dans toutes les répètes que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Bon, vous y étiez pas. Moi oui. Donc maintenant on devrait voir apparaître notre petit bouton. Si je veux voir en fait mon store, ce qu'on ferait par exemple dans Angular, c'est qu'on créerait une variable qui est vide, on souscrirait à notre store et on remplirait la variable à chaque fois qu'on modifie quelque chose. Et effectivement, on peut le faire comme ça, mais ils ont fait un petit raccourci. En fait, si vous êtes dans votre template et vous voulez accéder à la valeur actuelle du store, il suffit de préfixer le store avec le caractère $. Oh, c'est terrible la dyslexie des doigts, on s'en rend pas compte. Et vous aurez la valeur de votre store. Donc ça marche et c'est une très bonne nouvelle. Seulement, ça serait bien que ajouter aux favoris et mon icône change quand on est dedans ou pas. Alors je pourrais faire le calcul à chaque fois et dire bah voilà, si c'est dans le store, je mets ajouté, sinon je mets retiré, enfin je mets retiré, sinon je mets ajouté. Mais ça ferait déjà faire le calcul 2 fois ici et imaginer en fait avec une vraie template, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Et donc vous avez accès en fait à un truc qui s'appelle les labels en JavaScript. Alors la notation peut vous surprendre, $2. Mais en fait c'est du JavaScript qui existe depuis très 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 longtemps. C'est l'équivalent d'un goto en basique. Il y a des gens qui ont mon âge ici? Merci. L'idée, ça va être simplement que ce bout de code-là, en fait, va être disponible n'importe quand et qui va être exécuté plusieurs fois. En fait, c'est l'équivalent si vous faites du vu des fonctions ou des variables précalculées. C'est exactement la même chose. Alors moi, je peux faire une variable isInWishlist. Vous avez vu, c'est magique, j'ai pas besoin de mettre un let ou un const devant, il s'en occupe tout seul. Et cette variable va juste regarder si notre identifiant est dans le store ou pas. Après, tout ce que j'ai à faire, c'est échanger ici les valeurs. Is in wish. Allez, il y a plus longtemps à l'écrire, le wishlist. Si c'est dedans, je vais retirer des favoris. Sinon, je mets ajouter aux favoris. Je vais faire pareil ici avec mon icône. Si on n'est pas dedans, je vide mon icône, sinon je la remplis et logiquement ça marche. Alors voilà, moi je considère que mon application elle est presque terminée. Oh tiens, pourquoi j'ai accédé au debugger en se le demande. Je considère que mon application est presque terminée. Et ce que j'aimerais que vous reteniez en fait de ce qu'on a vu ce soir, c'est que dans un premier temps, Svelte c'est facile à prendre en main. Quand on a des doigts à peu près corrects et qu'on écrit correctement et qu'on ne fait pas d'erreur à coup de plug. Parce que là, mine de rien, en fait, en 30 minutes de code, 35 minutes, 40 minutes, désolé Cécile, je vais me faire taper sur les doigts. En 40 minutes de code, on a fait quasiment le tour de tout ce qu'il y avait à voir dans Svelte. Il y a principalement 2 choses qu'on n'a pas vues, c'est le côté animation. J'aurais bien aimé vous le montrer en fait, parce que je sais ce que c'est que des pages transition dans la plupart des SPA, c'est une catastrophe. Et là, ça se fait en un rien de temps, puisque ça se joue de la même façon que vous aviez un on sur une directive on. En fait, vous avez des directives in et out sur tous les éléments. Et vous pouvez appeler en fait des fonctions quand les éléments sont ajoutés dans le DOM ou retirés. Et l'autre chose, c'était le CSS qui est scopé. Donc ça évite de faire du CSS in JS pour avoir du scope. Mais ça ressemble un peu plus à ce qui se fait en Angular, en Vue ou ce genre de choses. Donc on a fait quasiment le tour de tout Svelte.
Et en 40 minutes, bah, on a réussi à faire quasiment le tour de tout Sapper aussi. Donc c'est comme si en 40 minutes, on avait fait tout React, tout Next, et avec des petites choses en plus. Donc facile à prendre en main, vu que c'est du vanilla, je pense que à peu près tout le monde a compris. Bah, il y a même des gens qui m'ont corrigé. Donc au moins ceux-là ont compris. Euh, je sais pas pour les autres, hein. Bon, c'est des tilleuls, hein, c'est dommage, mais euh, donc c'est facile à prendre en main. La deuxième point, en fait, c'est qu'on a vraiment beaucoup réduit la quantité de code. Parce que les stores que j'ai tapés, si c'était du Redux, je serais encore en train de taper. C'est comme ça. On va voir après exactement en détail tout ça. Mais le bon côté de réduire son code, c'est qu'on réduit la maintenance de notre code aussi. Alors déjà, c'est du Vanilla JS, il n'y a pas à réinventer la roue, et on a moins de code à maintenir. Et une chose qui est vraiment intéressante, c'est que tout ça, derrière, ça a un impact pour le client, puisque le JS qui va être envoyé au client, en fait, est considérablement réduit. Alors moi, quand je m'ennuie, je fais des applications. Bon, vous avez pu le voir, je crois. Je fais des applications et je fais pas de to-do list. J'ai horreur des to-do list. Malheureusement, tous les tutoriaux que vous avez trouvés sur Internet, c'est des to-do list. Bah, arrêtez de le faire, là. Une to-do list, si vous la faites en React, c'est deux states, un use effect, un seul composant. Est-ce que vous avez fait le tour de React avec ça? Je crois pas. Vous n'avez pas vu de routeur. Vous avez vu très très peu d'interactions à part un on-click. Vous avez rien vu, même de React qui est pourtant léger comme framework, vous avez rien vu. Donc moi j'ai plutôt tendance à faire un Twitter allégé, un Twitter avec deux pages, mais avec quand même en fait le système de input qui se transforme en texte area, avoir un compteur de caractères, avoir une limite, avoir de la validation, avoir un générateur de tweets qui se met à jour quand vous tapez des tweets. Et tout ça, en fait, je l'ai fait dans chacun des langages que vous voyez là, enfin chacun des frameworks que vous voyez là. Et ça me permet de faire un petit tableau comparatif, en fait. Moi, je l'ai fait avec Twitter, vous pouvez faire ça avec GitHub si vous voulez, hein. Vous pouvez faire un moteur de recherche de repo GitHub, vous pouvez faire, je sais pas, un truc qui va chercher les commentaires d'une issue sur GitHub. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez, mais surtout faites des fetch d'API, faites plusieurs routes. C'est important pour mieux étudier les frameworks. Et donc je parlais d'un tableau comparatif et le voilà. Sur le Twitter Svelte, le client reçoit 2 fois moins de JavaScript qu'avec n'importe quel autre framework, notamment le deuxième qui était React. En termes de CSS, c'est à peu près kiff-kiff. De toute façon, ils ont la même feuille de style, alors des fois c'est un petit peu dans les composants. Il n'y a que Angular qui se détache un peu, mais vu le poids du JS en Angular, je pense qu'ils prennent une partie du CSS pour le mettre dans le JS. Chacun son combat. Et en termes de lignes de code écrites, bah, en Svelte, j'ai écrit 25% de lignes de code en moins que dans le deuxième, qui est Angular. On est deux à faire du Angular, c'est-à-dire qu'on est deux à écrire moins de code que vous qui faites du React. Je dis ça, je dis rien. Mais faites du Svelte, vous avez vu la différence. Alors voilà. Est-ce qu'il faut utiliser Svelte en prod? Ouais, parce que vu l'heure, je fais les questions aussi. Est-ce qu'il faut utiliser Svelte en prod? Bah, je suis pas un influenceur, donc je vais pas vous répondre. Moi, j'utilise Svelte en prod pour des petits scripts. Pour une grosse application, je ne l'ai pas encore fait. Alors, je vous dis pas d'aller voir votre client et dire oh putain, j'ai vu un truc en conférence. Le gars, il faisait des fautes partout, mais c'était génial. Non, je pense pas qu'il faille penser comme ça. Moi, ce qui m'intéresse dans Svelte, c'est la philosophie qui est derrière. Ils ont attendu, parce que ça a 2-3 ans, je crois. Ils ont attendu en fait que tous les autres frameworks se cassent les dents. Ils ont attendu qu'il y ait des nouvelles choses qui sortent pour se dire, bah en fait, nous, par exemple, on n'a pas besoin de Shadow DOM, puisqu'on a des façons en fait maintenant de baiter le DOM qui sont beaucoup plus efficaces qu'à l'époque d'AngularJS. Ils se sont dit aussi, est-ce que ça sert à quelque chose d'envoyer le framework au client? Bah, le client, il va rien en faire derrière en fait. Nous, on sait exactement ce dont il a besoin d'un framework, donc autant envoyer que ce dont il a besoin. Donc ils ont fait un compilateur plutôt que faire juste un framework. Et c'est toute cette philosophie-là qui m'intéresse, qui est de se dire, c'est peut-être pas Svelte la solution de demain en fait, parce que de toute façon, derrière Google et derrière Facebook, ça va être compliqué de s'imposer. Mais c'est plus de se dire, bah tiens, on va quand même tenter un truc, on va essayer de changer la donne, on va essayer de montrer qu'on peut penser autrement. Et c'est à tel point qu'en fait, si vous suivez un peu les fils Twitter, par exemple d'Angular ou de Svelte, vous verrez que y a des gars d'Angular qui se sont dit, bah c'est rigolo en fait, avec des chemins complètement différents,
on en arrive à faire la même chose pour le rendu des applications. Et c'est pas du tout la même puissance, hein, Angular et Svelte. Je l'ai pas mis là, mais en termes de performance, c'est du Vanilla.js. Donc Angular, React, Vue, tout est balayé. Il n'y a que si vous faites vraiment votre truc en Vanilla.js à vous, ou à la rigueur, vous pouvez faire moins. Et j'aimerais encore ajouter un point. RipAdvisor n'existe pas. J'espère que ça n'existera jamais. À dire vrai, j'hésite même à déposer un brevet pour que ça n'existe jamais. L'histoire, en fait, avec le crématorium de Vendin-le-Vieil est vraie, elle. Et c'est des gens qui se donnent à fond dans leur boulot, qui sont pleins de compassion. Et pour une erreur, en quoi j'aurais eu le droit de les juger? En quoi j'aurais eu le droit, en fait, de les réduire à une note, à un nombre d'étoiles, à un smiley? Quand je parle de smiley, je parle des mêmes sur lesquels on appuie tous, quand on sort des chiottes d'une aire d'autoroute. Quand on fait ça, on juge le travail d'une personne qui nettoie nos déjections. Ça me fout les boules. Et moi, ça me débecte en fait. Pas tant que le fait que les gens utilisent ça, on le met à leur disposition. Je pense que c'est humain. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui conçoivent ça. Et ça veut dire qu'il y a des devs qui développent ça. Et c'est là que ça m'embête. Je parle ici de système de notation. Mais dans les missions sur lesquelles on travaille, on participe tous en fait à du fichage de masse, à de la propagande pour certains, sans forcément s'en rendre compte en soi. On participe tous à tout ça. Alors réfléchissez à vos missions. Pensez à celles qu'on vous a données aujourd'hui, pensez à celles qu'on vous donnera demain. Et demandez-vous en fait ce que ça sert au fond. Et je me le demande aussi tous les jours. La tech aujourd'hui, malheureusement, elle sert principalement en fait à asseoir le pouvoir de gens qui en ont déjà énormément. En notre nom à tous, qu'on le veuille ou non, on est le fer de lance de ce qui s'appelle la Startup Nation. Alors peut-être que c'est compatible avec vos valeurs, et vous avez tout à fait le droit. Moi, ce que je crois en fait, c'est surtout qu'on devrait arrêter d'encaisser nos gros chèques dans notre tour d'ivoire. On devrait enlever nos œillères. On devrait peut-être s'ouvrir un petit peu en fait à la société qui est autour de nous. On se rendrait peut-être compte que la société elle va pas très très bien, alors que nous dans notre domaine on va plutôt très très bien. On a limite des salaires indécents. Alors il y a des choses à faire. Encore une fois, si la société qu'on est en train de dessiner vous convient, ne changez rien en fait. Mais s'il y a des choses qui vous embêtent, s'il y a des choses qui vous titillent en ouvrant les yeux, vous avez du pouvoir. Le premier pouvoir que vous avez en fait, c'est de dire non. Si on vous dit fais ça, et que ça, pour vous, ça ne correspond pas à la vision du monde que vous avez, à la vision du monde qu'on contribue tous en fait à dessiner, c'est simple, dites non. C'est un droit déjà, et puis c'est un devoir. Alors je ne vous parle pas d'un devoir idéologique envers une société globale plus juste, c'est déjà un devoir que vous avez envers vous-même en fait, d'arrêter de vous mentir, de vous respecter. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi si je dis non, mon patron il va me virer. On est dans un domaine où il y a le plein emploi. On est dans un domaine où les salaires ils sont ouf. Si votre patron il vous vire demain, vous retrouvez, vous faites chasser dès le lendemain, peut-être la semaine d'après. Alors vous n'avez pas le droit pour vous en fait, de juste vous dire je vais me lever tous les matins et je vais y travailler à faire des choses qui ne correspondent pas à ce que moi j'ai envie de faire, au monde que j'ai envie de dessiner. Donc dites-lui non. Et si simplement il vous dit attends, c'est oui ou tu te barres, c'est tout simplement que vous n'êtes sans doute pas à l'endroit où vous devriez être en fait. Il y a énormément de sociétés dans la tech, et quelles que soient vos valeurs en fait, Startup Nation ou pas, vous devez à vous, et pour les autres aussi en fait, de trouver un endroit où vous serez bien. Donc voilà, moi j'aimerais ce soir en fait que vous respectiez, vous lirez la citation plus tard, mais que vous respectiez, que vous respectez les autres. Parce que le web c'est fun en fait et que tout le monde n'a pas la chance de s'amuser à son travail aussi. Que vous vous amusiez. Parce qu'après tout on ne sait jamais quand ça s'arrête. Je vous remercie pour votre attention.
question. Ah bah une question là. Euh, Merci pour la présentation. J'avais deux questions. Qu'en est-il du support de TypeScript? C'est déjà disponible en fait. C'est pas de base. Euh, je n'ai pas demandé aux équipes en fait s'ils comptaient le mettre de base ou pas, mais c'est déjà disponible. Et la deuxième question que j'avais, c'est que j'ai pas très bien saisi. Bon, c'est un projet qui est créé comment? De zéro? Est-ce qu'il y a du Webpack? Est-ce qu'il y a un bundler? Comment ça se passe? Alors, quand vous faites en fait une application Svelte, vous avez un CLI comme l'équivalent d'un React App, putain, c'est impossible à prononcer, l'équivalent d'un NGCLI, voilà, c'est bien, qui vous dit simplement, vous avez un starter en fait. Vous vous dites, bah voilà, je veux créer une application euh, Svelte à partir de tel modèle, et lui, il vous crée un starter, et après, vous avez juste à lancer je peux le montrer, je pense. Hop. Alors là, moi, ça va être un tout petit peu différent parce qu'en plus, j'ai un sapeur. Mais ici, j'ai un sapeur dev. Et en gros, si c'était un simple Svelte, vous auriez un Svelte Start ou un Svelte Dev et ça serait à peu près pareil. Mais vous avez déjà toutes les séries. C'est un des avantages d'arriver bien plus tard que les autres. C'est qu'en fait, intelligemment, ils se sont dit, bah tiens, on va piocher toutes les bonnes idées un peu partout. Et merci pour la question. Une autre question? Ah, Alex. Eh, je t'en ai pas posé à ta dernière conf, toi. Il fallait en poser, hein. Euh, je vois qu'il y a Cypress dans ton projet. Est-ce que avec Svelte, on peut faire du test fonctionnel centré sur un composant en particulier? Un peu comme Testing Library pour React. Alors, en l'occurrence, en fait, là, Cypress est installé. J'y ai pas touché. C'est de base. Alors déjà, ça c'est une philosophie que j'aime bien. C'est que de base, ils disent non, non, faut écrire des tests. Et oui, en fait, l'idée c'est qu'on peut isoler effectivement les composants pour les tester. Alors, j'ai pas du tout le nom de comment faire ça, mais de toute façon, c'est du bête HTML qui est renvoyé dans ton composant. Donc, ce que tu fais quelque part avec Enzyme, avec Testing Library ou ce genre de choses, tu vas trouver l'équivalent pour le faire en fait directement là-dedans. Ok. Une petite question en plus. Non, c'était une par personne. Le compilateur pour Svelte, derrière, c'est un Webpack et Babel ou c'est autre chose encore? Non, je pense que c'est un. Enfin, alors, si. Tu peux. Là, c'est pas ce que j'ai utilisé. En gros, il donne deux versions de compilation différentes. Il y a un truc qui s'appelle Rollup, qui est fait par la même personne qui a créé Svelte, en fait, et qui, en termes de configuration, il n'y a rien à faire. Et tu as la possibilité de mettre Webpack. C'est pour ça qu'on peut aussi mettre TypeScript ou ce genre de choses. C'est possible aussi avec Rollup, hein. Mais on a accès à ces deux compilateurs. En l'occurrence, eux, ils en fournissent deux. Et bah, c'est ce que tu retrouves dans un projet JS classique, en fait. C'est juste qu'il y a Rollup en plus. On prend pas, mais de base, il fonctionne mieux que Webpack. Est-ce qu'il y a une Anti-Redux, autre... anti-Webpack. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Sûr? D'accord. Ah, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.